Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media pour nous suivre. Cette émission fait suite notamment à celle que j'ai eu l'occasion de faire avec Jean-François Ricoy et Pierre Basselon pour l'expérience sur les graines germées. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre-Antoine Courouble pour nous parler de l'effet Dumas. Pierre-Antoine, bonjour à toi. Bonjour Laurent. On se tutoie puisque ça s'est fait spontanément. Avec plaisir. Tu es le président fondateur du collectif pour une alternative énergétique, en l'occurrence l'effet Dumas. Jean-Christophe Dumas est celui qui a eu l'occasion, il y a de ça quelques années, de mettre au point un moteur à énergie libre, pourrait-on dire. On va y revenir, on va approfondir tout ça. Lorsqu'il a eu l'occasion de faire sa découverte, en tout cas, ça a été repris par France 3. À l'époque, c'était en quelle année ? En avril 2014. Il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. 3 ans, tout est relatif. Mais avril 2014, donc sur France 3, que ce soit dans le journal de l'après-midi ou celui du 20h, où une équipe a été carrément, s'était rendue chez lui et puis avait filmé. Alors, je ne sais pas si on peut parler de moteur réellement, en tout cas un effet, c'est sûr. C'est pour ça qu'on l'appelle l'effet Dumas. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de Jean-Christophe et de l'effet Dumas, bien entendu, c'est pas rien d'être au journal télévisé de France 3, en l'occurrence, de passer aux 20h, de peut-être dire et annoncer qu'on va enfin trouver de l'énergie libre, et de voir que quelques temps, voire années après, ça a été décrié. Bon nombre de personnes sur le net, notamment, ont dit que c'était de la foutaise, que cet homme-là n'était pas sérieux, que de toute façon son expérience ne marchait pas, que ça avait été à nouveau réitéré par des... alors, je ne sais pas si on peut parler de scientifiques, parce que même Jean-Christophe, c'est un amateur dans le domaine, hein, c'est quelqu'un qui prend plaisir à expérimenter, à chercher, comme il en existe bon nombre actuellement en France et un peu partout dans le monde. Donc, je ne sais pas quel est le sérieux des personnes qui ont dit que finalement les travaux de Jean-Christophe n'étaient pas du tout sérieux et que l'effet Dumas ne marchait pas, et donc son expérience et la machine qui allait avec, on pouvait la mettre à la poubelle. Quoi qu'il en soit, tu es arrivé dans cette histoire-là, on va voir comment. Et en tout cas, tu as décidé de t'engager auprès de Jean-Christophe au point de créer ce collectif. Et puis, donc aujourd'hui, alors il n'y a pas de site internet pour le moment, mais vous qui regardez cette émission en septembre 2017, le site est disponible, je vous le donne tout de suite d'ailleurs, effet-dumas.com ou .org. Les deux noms de domaine sont pris en considération. Pierre-Antoine, donc merci à toi d'être présent dans nos locaux et d'être venu tout simplement pour nous en parler. Alors c'est un peu un challenge pour Immedia dans le sens où finalement, comme cela a été décrié, comme je viens de l'expliquer, de t'accueillir pour parler de cet effet Dumas ou présumé effet, on va en savoir plus, finalement, depuis maintenant 2014, qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus présent, j'allais dire, sur la toile, notamment via les réseaux sociaux, et vous pourriez faire parler suffisamment de vous au point de mobiliser suffisamment de monde pour valider ou vraiment invalider si cet effet Dumas marche ou si c'était une fumisterie. Alors bon, déjà peut-être te présenter. Tu es professeur. Voilà, je suis enseignant en Ardèche. Je suis auteur, acteur, passionné d'écriture. Et puis bon, j'ai été militant, je le suis toujours, écologiste. Disons que maintenant je suis plutôt un ver solitaire. Et j'ai été conseiller régional à la région Rhône-Alpes de 92 à 98, et puis bon, 2 mandats locaux. Et j'étais à la commission environnement et à la commission recherche. Et à ce titre, j'avais pu voir, avant de rencontrer Jean-Christophe Dumas, des inventions, innovations dont je me suis dit, oh non de non, des choses comme ça, c'est l'avenir, on va en entendre parler. Et donc quand j'ai rencontré Jean-Christophe Dumas, puisque notre rencontre s'est faite en octobre-novembre 2013, il sortait tout juste
de la fameuse expertise dite de Nice. Et il était dans beaucoup d'interrogations. Et il ne savait pas comment agir pour promouvoir sa découverte. Et donc à l'époque, moi je lui avais fait part de ce qu'avait été mon vécu. Je lui ai dit, écoute Jean-Christophe, si tu veux mon point de vue, le mieux que tu as à faire, si vraiment cette invention est porteuse d'une technologie d'avenir, c'est de le mettre sur Internet. Alors je lui ai parlé des 3 cas auxquels j'avais été confronté durant mon mandat. Le premier, il est bien connu des internautes, c'est le moteur Pinton, qui est on peut dire une technologie de moteur hybride avant l'heure, puisque mélanger de l'eau et du carburant, c'est aussi vieux que la motorisation. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands amélioraient la performance de leurs moteurs, notamment des moteurs d'avion, en faisant un mixte eau-essence. Et donc moi, j'avais des copains qui avaient des procédés Pinton dans leurs moteurs, camionnettes, et ça fonctionnait très bien. Et je n'avais jamais compris pourquoi, malgré mes tentatives pour sensibiliser la région Rhône-Alpes à la promotion de ce procédé, pourquoi ça n'avançait pas. Et ce qui s'était produit autour du procédé Pinton, c'est que finalement, il était tombé dans la marginalité. Certes, des bricoleurs font fonctionner leur voiture comme ça, mais tant que ça reste local, ça ne gêne pas de gros intérêts, et on leur fiche la paix. Mais ça reste vraiment quelque chose de très fermé. Alors je lui dis, écoute Jean-Christophe, je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose pour ton invention. Je fais une parenthèse, puisque pour ceux et celles qui sont intéressés sur où part le moteur Pantôme, vous avez un très bon film documentaire qui a été réalisé, qui s'appelle De l'eau dans le gasoil, réalisé par 2 jeunes réalisateurs. Voilà, si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder ce film. Je te leur donne la parole. Alors, je reprends mon fil sur l'eau, puisqu'en ce moment, il tombe beaucoup d'eau sur notre toit. Ouais. Cette circonstance, ça va être d'actualité dans notre échange de ce jour. Le deuxième cas que j'avais connu, c'était celui de M. Armand Lecoq, à Liège. C'était un garagiste belge, qui avait mis au point un procédé de motorisation assez simple, qui lui aussi injectait de l'eau dans le moteur, et créait une différence de potentiel entre l'entrée et la sortie du moteur. Et le résultat, c'est qu'il y avait probablement un phénomène de craquage de l'eau dans le cylindre, c'est qu'il améliorait la performance du moteur, il réduisait de manière considérable la consommation et surtout la pollution. Et ce procédé, alors là, quand j'en ai eu connaissance, ça m'a ouvert les yeux, parce que ce brave homme, quand il avait mis au point ce procédé de motorisation, il en avait parlé dans des journaux, et un généreux mécène était venu à lui pour lui dire « Oh, c'est fabuleux ce que vous faites, écoutez, il faut absolument qu'on vous aide. Je me propose de vous aider, j'ai les moyens. Et donc, je vais vous donner de l'argent pour vous aider à promouvoir votre invention. Dans un premier temps, il faut absolument le breveter. » Bon, ce brave homme a fait confiance. Et puis il lui a dit « Si vous en êtes d'accord, je dépose un brevet monde sur votre procédé. Et puis on partage le nom. » Il a dit « Oh bah oui, bien sûr. » Donc ainsi fut fait. Et puis les jours devinrent des semaines. Et ce pauvre monsieur, au bout d'un certain temps, n'avait plus aucune nouvelle de son mentor, de son mécène plutôt. Et il écrit, il contacte la carte qui lui avait été donnée. Personne à l'adresse indiquée. Et l'individu avait disparu dans la nature, sauf que le brevet était déposé aux 2 noms, il était gelé. Donc moi j'ai dit aussi à Jean-Christophe, je dis écoute, méfie-toi, si on te parle de dépôt de brevet, ça peut être une belle façon d'enterrer carrément cette invention. Et le troisième cas, alors le plus spectaculaire que j'ai connu, c'était le cas de Valentin César. Je l'ai bien connu personnellement, parce que j'ai connu Valentin César, qui était un calministe, il fabriquait des cheminées, et il avait travaillé la carburation. Et j'avais pu assister à un fonctionnement de son moteur, qu'il avait créé une sorte de moteur ionique. Alors bon, ceux que ça intéresse, je peux leur donner les éléments de ce procédé, il n'est plus de ce monde, hélas. Et ce pauvre monsieur avait vraiment connu le pire cauchemar. Je peux dire aussi, un peu comme monsieur Armand Lecoq, qui était très aigri et très méfiant vis-à-vis des autres après sa mésaventure. Et lui, Valentin César, ça a été beaucoup plus loin, puisqu'il a eu contrôle fiscaux, qui fait que son entreprise, qui quand même recrutait une 30aine de personnes, a dû déposer le bilan. Il avait mis les plans de son invention dans une étude notariale, l'étude de l'Argentière, maître Trofimov, qui pourra vous confirmer la réalité des faits. Je l'ai moi-même retrouvé l'année dernière, j'ai pu filmer son témoignage dans le cadre d'un film qui est en cours, peut-être on en parlera. Et donc, lui, carrément, ça a été assez remarquable. L'étude a été cambriolée. C'était en quelle année, ça ?
Alors, on était en 1995. D'accord, donc allez, les prémices d'Internet. C'était le début, mais pas encore. Ah ouais. Et lui, il n'y était pas du tout, ce brave homme. Donc, c'était plutôt, j'ai un procédé, je le donne à mon notaire, homme de confiance, qui le met dans son coffre. Logique. Et ben, cette étude a été bizarrement cambriolée. Et le coffre, on l'a retrouvé dans la rivière, avec tous les papiers qui flottaient. Et hop, tout avait été envolé. Donc moi, j'avais dit à Jean-Christophe, ça, c'est la méthode des barbouzes. On n'est plus dans cette époque-là, maintenant, grâce à Internet. Donc, ta meilleure assurance vie et le meilleur gage que ton procédé, on en parle, et que du coup, puisse se greffer dessus des recherches, c'est de le mettre en open source sur Internet. C'est ce qu'il a fait en avril 2014. Et ça a été un buzz qui nous a surpris, parce qu'on avait fait notre réunion publique pour annoncer la chose à Joyeuse, en Ardèche, dans une salle où on pensait se retrouver 30 ou 40, et on était 220. Les photos, on atteste, les vidéos. Ça, c'était après... Le 7 avril 2014. Donc ça, c'était après, justement, le sujet de France 3. C'était quasiment concomitant. Le sujet de France 3 était 2-3 jours avant. Oui, voilà. Mais donc ça a créé le buzz. Voilà, exactement. Ça a créé le buzz. Alors là-dessus, bon, une foule est venue. Il y a eu un reportage vidéo qui a été énormément visionné, fait par un studio de Montélimar, qui a fait un super travail. Et l'intégralité a été filmée. Et ça a été visionné, je crois. Alors, je crois que la vidéo sur France 3, c'est 1 million et bien plus de visionnements. Et 300 000 400 000 vues pour cette vidéo privée qui avait été mise en ligne. Donc, bref, il y avait un phénomène. Et puis, alors, Midi Libre, le Dauphiné, la Tribune, enfin bon, tous les journaux s'en mettaient. Et puis, rapidement, est venu ce à quoi on s'attendait, la réaction. Et qui étaient des réactions, effectivement, de trolling, comme on dit. Donc d'attaques très, très, très virulentes. Alors ça a été Waxbuster qui a ouvert le feu. Ouais. Après, il y a eu même la revue Nexus qui a fait un article très étrange, puisqu'ils publient 2 pages sur l'effet Dumas sans avoir pris la peine de nous rencontrer, de nous contacter, en faisant des captations de photos de notre site de l'époque, qui fonctionnait tout juste. Et puis, sans jamais avoir eu un entretien. Ni avec Jean-Christophe, ni avec moi. Ouais, c'est étonnant. Et quand on leur a demandé un droit de réponse, ils ne l'ont jamais fait passer, ce qui m'avait surpris. Ils m'avaient donné la parole à Gabriel Rabi, qui disait oui, c'est le chauffe café des prisons, c'est un effet Joule, ce qui est complètement faux, puisque l'effet Joule, par définition, si ça avait été de l'effet Joule, l'effet Dumas, pour les internautes, peut-être rappeler quand même que moi, c'est un des éléments qui m'a le plus interpellé dans l'effet Dumas. C'est bon, on met le résonateur relié à du 220 volts dans de l'eau. Bon, déjà, un résonateur sous forme de boule. Enfin, alors, de toute façon, vous voyez les images. Voilà, une sphère et une demi-sphère au-dessus, c'est les 2 éléments de l'électrode. Donc la géométrie a une importance dans le procédé. Et on le met sur 220 volts, déjà, il n'y a pas de court-circuit. C'est quand même déjà un peu singulier. On met 2 fils de courant dans l'eau, ça ne disjoncte pas. Ça vibre, la sphère vibre, et instantanément, dégagement d'un nuage de vapeur. Donc qui dit vapeur dit que l'eau est mise à 100 degrés. Donc si on débranche le résonateur, on plonge sa main dans l'eau, le résonateur est froid. Si c'était de l'effet Joule, il serait bouillant. Ce n'est pas le cas. Donc, bref, ça ne résistait pas. Donc on a subi plein de critiques, je dirais, très grossières ou médiocres de la part d'un certain nombre d'individus disant « Oui, c'est de la bête électrolyse, c'est du craquage de l'eau, c'est de l'effet Joule. » Enfin, tout ça ne résistait pas à une analyse un peu sérieuse. Et moi, le gros reproche que je fais aux opposants, c'est que depuis le début, déjà dès Nexus, Jean-Christophe Dumas a proposé, avec eux, de faire, dans des conditions scientifiques, une contre-expertise rigoureuse. Pas de réponse. Après, il y a eu rue 89, où là, on commençait à voir des pointures qui pointaient le bout de leur nez. Quand même des cadres d'entreprises multinationales. Et là, pareil, même réponse Jean-Christophe. Écoutez, je veux bien entendre toutes vos critiques, mais faisons ensemble contre-expertise dans des conditions de laboratoire sérieuses. Toujours rien. Ça, c'est quand même quelque chose de singulier. Alors, à propos de singularité, il y en a beaucoup sur lesquels on peut revenir, qui sont du domaine de l'observation, de l'évidence. Bon, moi, je tiens à préciser quand même aux internautes, je ne suis pas un scientifique. Je suis comment vais-je dire, un passionné, plutôt de formation littéraire, mais en tant que profane, je m'estime rationnel. Et en tant que profane rationnel, je peux quand même comprendre des choses qui sont du domaine du bon sens. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que je m'étais mis à la région Rhône-Alpes dans la commission recherche et la commission environnement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une formation de matheux ni de physicien que je ne peux pas comprendre des choses évidentes.
Or, dans le domaine de l'effet Dumas, il y a des singularités évidentes que sont en train, en ce moment, d'analyser, de comprendre différentes équipes dans le monde. On peut y revenir dès que tu veux. Alors oui, avant d'aller plus loin, déjà sur tes propos, c'est de dire qu'il y avait un site internet. Parce que là, les deux sites internet que j'ai donnés, enfin, qui .com et .org, effet-dumas.com ou .org, c'est qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas. Mais vous en avez eu un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé des choses très étonnantes. Moi, j'ai coutume de dire, certes, de manière de l'observation évidente, on voit qu'il y a quelque chose qui est singulier avec la boule. Certes, maintenant, il y a eu des recherches qui ont été faites en laboratoire, et on en parlera, des anomalies dans le fonctionnement du résonateur qui témoignent qu'il se passe quelque chose. Et les esprits qui ont de la réflexion scientifique sur le sujet explorent la question en ce moment même. Mais moi, ce qui m'a le plus convaincu de l'efficience du procédé, c'est la virulence du trolling. C'est quelque chose que je n'avais jamais rencontré. J'avais déjà rencontré des débats d'idées sur des sites internet, sur Jack London, ou sur la Révolution française, ou sur la Seconde Guerre mondiale, parce que je suis passionné d'histoire et de littérature, mais jamais ça avait atteint un tel point. C'est-à-dire Jean-Christophe Dumas s'est retrouvé croqué avec des caricatures de très grande qualité. On en a fait la captation d'écran, vous pourrez en montrer quelques-unes, elles sont nombreuses, qui témoignent d'un certain niveau dans les attaques. Systématiquement, sur tous les forums, pointait le bout de nez des trolls, dont on se rendait compte en étudiant les profils que bien souvent, ils revenaient à une personne qui, à travers de multiples incarnations, jouait le trolling. Et c'était systématique, hein, surtout tous les forums qui avaient le malheur de parler de l'effet Dumas, puis ils rappliquaient comme une nuée de mouches. Et on s'est rendu compte qu'il y avait au niveau de notre site internet des dysfonctionnements. Dysfonctionnements tels que, visiblement, on n'était pas très costaud en informatique. Un collègue qui l'était un peu plus m'a dit, écoute, oui, tu fais l'objet d'attaques, oui, ton site n'est pas assez bien protégé. Donc, alors qu'on avait payé pour 3 ans, au bout d'1 an, toutes nos données se sont effacées. On leur a demandé pourquoi. Ils m'ont dit, vous êtes arrivé à terme. Oui, mais attendez, vous pouvez nous demander quand même. Donc, on a dû repayer pour remettre un site. De guerre lasse, après, on a fini par laisser tomber, en se disant on va uniquement travailler sur Facebook, parce que contrairement à ce qu'a écrit Waxbuster, l'effet Dumas, ce n'est pas un effet qui ne marche que sur Facebook, c'est un effet qui n'est trollé et attaqué que par Facebook. Dans la réalité, c'est très tangible, le phénomène il est physique, il est énergétique, il est mesurable. Et ça, c'est une vérité qu'il est temps maintenant de rétablir. Moi, mon engagement dans cette aventure, elle est uniquement au nom de la vérité historique, la vérité scientifique et aussi la vérité morale. Parce que je pense qu'il y a des individus qui ont été bien écornés, Jean-Christophe Dumas en premier. Donc moi, au niveau de ce qui se passait autour de tout ça, j'ai été stupéfait par la virulence, puis voir après des trolls en chef, un ingénieur qui se targue de ses titres, qui écrivait systématiquement à toutes les personnes qui pointaient le bout de leur nez sur notre page Facebook. Ils recevaient tous un message, bonjour, je m'appelle, je suis ingénieur, je puis vous dire que... Ce gars travaille pour un bureau d'études au service de multinationales. C'est étonnant. Après un autre, qui est quand même un ponte de chez Thales, excusez du peu, qui prend la tête de la contestation sur une page des trolls, qui d'ailleurs, quand vous tapez sur Internet Facebook, c'est jamais la page Effet Dumas, malgré les 15 000 likes qui sont en premier, mais la page des trolls, là aussi, c'est un peu une curiosité. Et donc, on a fini par laisser tomber notre site Internet en se disant, de toute façon, on a Facebook. Alors, sur Facebook, on avait pris un peu l'habitude, tous les 4 000, les 5 000, les 7 000, 10 000, dit, ouais, on est 10 000, super, merci les copains de nous soutenir. Et on a observé, en janvier 2016, tout d'un coup, un saut quantique, si on peut dire, magique, de 2000 likes. Et en regardant dans le détail, on voyait que c'était des faux profils. On s'est dit, tiens, quelqu'un s'amuse à nous injecter 2000 likes, vraisemblablement pour pouvoir, après, nous les enlever et nous tourner en ridicule. En disant, vous voyez, l'effet Dumas, ils font cocorico, mais hop, ils ont plongé de 2000. Donc on n'a plus jamais évoqué, peu ou prou, le nombre de likes sur la page Facebook. Et depuis lors, vous pourrez montrer à vos internautes les graphiques qui sont parlants. Chaque fois qu'il y a un pic lié à une publication, il y a le jour même ou le lendemain le contre-pic comme asymétrique dans le miroir. Ça veut dire qu'il désactive des likes à mesure qu'on en crée à travers nos publications, de manière à ce qu'on ait un encéphalogramme plat. Donc on ne soit pas repéré par les robots. Sur la toile. Voilà. Donc, alors pour ceux et celles
qui ne te connaissent pas, dont tu t'es présenté un tant soit peu, on précise, je souhaite en tout cas que ça soit précisé, que c'est que tu n'as rien à gagner Ah non. dans le fait d'être présent ici. Tu es un homme qui est un passionné de ce genre de thématique. Hein, c'est pas la première fois que tu t'y intéresses, puisque tu as donné différents exemples et on a pu entendre que tu les avais côtoyés plus ou moins pour certains d'entre eux. Donc, si tu es ici, c'est parce que déjà d'une part, tu es le président et fondateur donc, du collectif pour une alternative énergétique. Donc, alternative énergétique, déjà, on entend qu'il y a un souhait ou un désir chez toi un rêve. Oui, de faire en sorte que notre société puisse fonctionner avec des énergies dites libres, sur unitaire ou autre. Enfin, on pourrait discuter après de la terminologie. Il faudra. Mais en tout cas, que spécifiquement, tu as proposé tes services, entre guillemets, de com, et puis ayant un certain bagage dans le domaine des énergies libres, auprès de Jean-Christophe pour driver, coacher, notamment peut-être surtout la communication. Tout à fait. Quand vous avez créé le collectif, il y a eu donc par la suite le site internet, il y a eu, donc, tu le disais tout à l'heure, un événement où vous étiez 230-250 personnes. Vous êtes aujourd'hui sur la page Facebook, je crois, 15 000 followers à suivre la page. Donc, il y a un certain intérêt. Et ça, donc, depuis 2014, entre 2014 et 2017, il y a un certain laps de temps, entre guillemets, historique, qui est vide. Oui, tout à fait. Donc, alors oui et non, mais bon, on va y revenir. C'est pour ça, oui. Mais en tout cas, pour monsieur et madame tout le monde, et peut-être, je me rappelle à l'époque que j'avais vu à France 3 donc, cette information. Je dis, waouh, génial. À l'époque, j'étais à la radio Ici Maintenant, et on avait, me semble bien, parlé du sujet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, on va le voir, puisque tu parlais de cette boule que tu as appelée. Un résonateur. Un résonateur qui est froide après qu'elle ait fourni un certain effet et qui fait écho à la fusion froide. Et s'il y en a un aujourd'hui qui peut parler de la fusion froide, c'est Monsieur Biberian. Donc on a l'occasion d'y revenir, savoir si vous avez été ou pas en lien et de voir ce qui en est ressorti. En tout cas, c'était des petits points de parenthèse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on pourrait penser, en dehors du trollage dont tu nous fais part, que depuis 2014, les effets ont été reproductibles, qu'il y a eu beaucoup plus de compréhension qui ont été faits sur les résultats, sur qu'est-ce qui se passait, notamment avec peut-être certaines découvertes scientifiques, dernières théories, etc., etc. Donc si tu peux nous faire un petit historique sur où en était Jean-Christophe et le collectif dans la compréhension de ce qui se passait en 2014. Est-ce que ça fonctionne réellement? Si oui ou non, de quoi ça dépendrait? Et puis l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, au départ, si on revient aux origines, moi j'avais proposé à Jean-Christophe de rendre public sa découverte, ce qu'il a fait. Ensuite, de créer une association. Parce que je dis, il ne faut pas que tu sois seul à porter cette boule, elle va être trop lourde. Donc il faut qu'on soit une équipe. Et derrière cette équipe, des adhérents. Donc on a créé le collectif, cette association que tu as évoquée. Dans le même esprit, je lui ai dit, écoute, cette boule, elle est facile à fabriquer, l'effet est facile à observer. Donc il faudrait mettre en place des ateliers qui permettraient à tout à chacun de s'inscrire et de venir apprendre à fabriquer les boules, qu'on ne vendait pas, je précise bien. Et la formation était gratuite, mais ceux qui voulaient repartir avec leurs boules, ils défrayaient le technicien qu'on avait recruté, qui était spécialiste dans ce genre de travail. Mais c'était leur affaire, ce n'était pas l'affaire de l'association. Nous, on n'était pas dans une démarche commerciale. Et on n'a jamais été, et on s'en est refusé. De même que moi, je ne suis pas dans une affaire économique sur cette affaire. Bon, je trouverais normal que Jean-Christophe ait un jour la reconnaissance de ce qu'il a fait, de ce qu'il a même subi, et qu'il ait même un petit retour sur investissement, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Oui. Mais moi, mis à part le livre dont je t'ai parlé et que j'écris sur cette affaire, qui sortira le moment venu, livre qui raconte au jour le jour la vérité de ce qui se passe, on en parlera tout à l'heure, livre dont peut-être d'ailleurs je m'autorise le droit à le mettre en PDF et en libre sur Internet, parce que bon, moi je n'ai pas besoin d'être plus riche que je ne suis, j'ai la chance d'être fonctionnaire de l'éducation nationale en Ardèche, avec une belle maison et une femme merveilleuse et de beaux enfants, donc ça va.
Voilà. Ça n'a jamais été un challenge pour moi d'être le plus riche du cimetière. Donc, je suis dans un autre registre qui est celui de la passion, c'est clair. Et la passion de la vérité, du combat pour effectivement un rêve, on pourra y revenir, car je pense qu'au départ c'était un rêve qui est en train de devenir aujourd'hui une réalité, en tout cas je l'espère. Donc en 2014, en avril, on crée d'abord l'annonce, boum, un buzz médiatique. Dans la foulée, on crée le collectif, l'association, puis on met en place les ateliers. Ils ont tourné pendant 2 ans, presque 3. Et puis ce qu'on espérait s'est produit. C'est-à-dire que certes, il y avait les trolls, mais ça, à la limite, on les ignore. Ils ne méritent même pas qu'on les regarde. Mais ceux qui ont un peu de réflexion et qui vont au-delà des apparences ont fini par s'interroger. Et dans les ateliers, il y avait des agents, entre guillemets, d'intérêt privé qui venaient pointer le bout de leur nez pour observer, constater. Et donc, il a fini par se produire que plusieurs sociétés se sont montrées intéressées. Et l'une d'entre elles, dont pour l'instant je tairai le nom, a proposé de faire travailler Jean-Christophe Dumas sur les applications possibles et a permis d'impliquer des moyens de laboratoire et un docteur en physique nucléaire qui lui-même a permis de contacter le CEA et d'impliquer des outils du CEA pour vérifier un certain nombre de choses. Ouais, ça montait haut quand même. Ça montait très haut. Et je reviendrai tout à l'heure sur le CEA, parce que de toutes ces observations, il ressort des singularités, des anomalies. Et quand on fait la somme de ces singularités, de ces anomalies, il y a un faisceau de présomptions énorme pour dire on est en présence d'un phénomène de cavitation électriquement générée. Il faudra expliquer aux internautes ce dont il s'agit. Or, la cavitation est une des sources possibles pour la fusion froide. Donc, mais bon, on en reparlera après. Donc je reste dans la chronologie. On a créé cette dynamique associative qui s'est retrouvée sur le champ de bataille, épaulée par des industriels. Industriels quand même dans des énergies propres, hein. On était plutôt dans l'éolien, le solaire, etc., qui ont investi et nous ont demandé de mettre un peu la pédale douce sur la communication, parce que ça ne leur rendait pas forcément service. Ce à quoi, après un débat un peu difficile à l'intérieur de l'association, on a accepté. Donc on se dit, bon, ok, on va mettre un peu la page Facebook en mode sommeil, avec de temps en temps relayer des posts, des infos d'ici et de là, d'autres. Mais on avait quand même dans notre équipe, parce que notre équipe s'est enrichie au fil du temps, des savants, vous avez reçu Jean-François Ricoy, Pierre Basselon, qui eux ont poussé beaucoup plus loin la réflexion, et permis de creuser le sujet de l'effet Dumas et d'en montrer vraiment toutes les singularités que j'évoquais. Alors, si tu veux, on peut en parler maintenant. Oui. Je pense que c'est le bon moment, effectivement, pour comprendre ce pourquoi, finalement, le CEA s'est intéressé et qu'est-ce qu'il pouvait potentiellement chercher. Ouais. Alors, si tu veux bien, on évitera de prononcer des noms propres. Je préfère parler... D'accord. Bon. La première des singularités qui a été pointée, d'abord, c'est que c'est très clairement un effet de mise en ébullition de l'eau qui ne passe pas par l'effet Joule. Donc ça, déjà, c'était flagrant. La deuxième, c'est le fameux bilan énergétique qui avait été dénoncé, critiqué par rapport au test de Nice. Ce test de Nice qui avait été fait par quand même des pointures de chez Thales pour le compte d'un gros intérêt privé, un industriel très fortuné, en présence d'un cabinet d'avocats. Le premier rapport qui a circulé sur Internet, il y a une référence d'un cabinet d'avocats, où Jean-Christophe était invité, avait fait un constat, alors que vraiment le calcul a été fait de manière à minorer l'effet. Il y avait des fuites et tout, on n'était pas dans les tests idéaux, c'était pas un calorimètre, etc. Donc tout était fait pour que ça soit le plus défavorable à l'effet Dumas. Et le rendement était surunitaire. Ça a scotché tout le monde. Et le rapport conclut. Sauf que le rapport, qui n'est pas le rapport des scientifiques, qu'on n'a jamais réussi à avoir, c'est le rapport des juristes, des avocats, qui était incomplet. Et notamment, lors du test, il y a eu agitation, bien sûr, du bidon. On n'a pas fait des mesures sans agiter. Ça a été remué, ça a été agité. Ça n'est pas dit. Donc après, là-dessus, sur la toile, il y en a plein qui sont partis en disant oui, il y a une stratification des températures, tout est biaisé. Ça a été critiqué. Bon, nous, on a laissé tomber le test de Nice. Parce que depuis lors, il a été reproduit, le test de Nice. Il a été reproduit par des équipes au Canada, il a été reproduit par une équipe en Inde, au Maroc,
En Israël, et d'ailleurs la récente étude israélienne qui a été faite par une école d'ingénieurs, si on additionne toutes les valeurs énergétiques, le bilan est positif. Pareil, une nouvelle fois. Donc là, première singularité, une anomalie dans le bilan énergétique. Mais ce n'est pas le plus important. Le deuxième point le plus important, et ça, c'est incontestable, c'est que le résonateur en fonctionnement dans l'eau, il donne une courbe constante au niveau du rendement, au niveau de la température, pour une courbe d'intensité qui décroît. Et ça, c'est inexplicable. Et quand on parle de courbe d'intensité, c'est-à-dire qu'il y a moins Le d'énergie. courant, Oui. l'intensité du courant diminue avec une constance de la température, ce qui n'est pas explicable. Absolument pas explicable. Or, cette singularité, quand même énorme, a été pointée, analysée, observée plusieurs fois par les laboratoires. Donc les soi-disant trolls savants, là, qui s'amusent à faire ça et à nous donner les résultats. Hein. Troisième singularité, il y a eu des études de spectrométrie de masse qui montrent des anomalies avec l'oxygène et l'hydrogène, inexplicables. Oui, parce qu'il y a de l'hydrogène qui est créé. Il y a de l'hydrogène qui est créé, il y a de l'oxygène qui est créé, et on a reproduit l'expérience avec des électrodes non pas en fer, mais en carbone. Et aucun dégagement, aucun phénomène spécifique de l'électrolyse, puisqu'on est dans un contexte d'électrolyse, donc aucun dégagement d'hydrogène, d'oxygène qui explose. Ça, c'est encore une nouvelle anomalie dans les faits divers, inexplicable. Enfin, dans l'autre anomalie et non des moindres, on a détecté de la présence d'hélium. Or, c'est un marqueur qu'il se passe quelque chose au niveau physico-chimique. Donc il y a besoin vraiment de braquer les projecteurs et d'analyser ce qui se passe. Pourquoi donc il y a un dégagement d'hélium? Mais ça, dans chaque, même le test de Nice, il y a eu observation. Non, le test de Nice était purement un bilan énergétique. Le dégagement d'hélium a été l'objet plus récemment d'analyses qui ont été faites par Pierre Basselon, qui est un docteur en physico-chimie. Et ça a été détecté. Maintenant, on a besoin de le mesurer. Donc d'avoir une mesure beaucoup plus précise en spectrométrie de masse, ce qui sera fait prochainement. Et ça sera le juge de paix. Je veux dire, soit la spectrométrie de masse conclut à la présence d'hélium, donc on est bien en présence d'un processus physico-chimique de mutation, c'est considérable, les perspectives sont vertigineuses. Donc de fusion. Soit il n'y a pas, et s'il n'y a pas, ben on clôt le dossier, on n'en parle plus, et moi je présenterai mes excuses aux internautes de m'être fourvoyé. Je n'ai aucune gêne à reconnaître mes torts si je me trompe. Or actuellement, ce qui se passe, tout va dans le bon sens. Et je n'ai pas fini, parce que dans les multiples analyses qui ont été faites, il y a eu des analyses en microscope à balayage électronique qui ont révélé que l'électrode faisait l'objet d'impacts. On le voit bien sur des photos, comme il y a un arrachage du métal. Et l'impact a une forme circulaire, comme un cratère lunaire. Ça, c'est un marqueur de cavitation. La cavitation, il faut le dire aux internautes, c'est quoi? C'est en mécanique des fluides. Quand une hélice tourne très vite dans l'eau, l'axe tourne moins vite que la périphérie, c'est normal. Donc il y a une différence de pression qui crée des microbules qui implosent, elles n'explosent pas, elles implosent, et dégagent énormément d'énergie. Et ça corrode les hélices, à tel point que le porte-avions Charles de Gaulle avait dû perdre son hélice à cause de ce phénomène de la cavitation. Alors on savait jusqu'à présent que la cavitation pouvait le créer par la mécanique des fluides, mais l'énergie injectée était telle que ça n'avait pas d'intérêt d'exploiter la cavitation. On savait qu'on pouvait le faire en sonochimie, avec la vibration sonore, on crée une bulle de cavitation. Mais là, on se retrouve avec une boule de métal plongée dans l'eau qui génère 1 million de bulles par électricité, 220 volts, qui seraient des bulles de cavitation. Or, la cavitation est une des pistes, regardez, c'est sur Internet, dans Wikipédia, une des pistes possibles pour générer de la fusion froide. Alors là, on est vraiment au seuil de quelque chose. Alors, revenons au CEA. Oui. Quand l'entreprise, avec son docteur en physique nucléaire, a demandé des examens plus poussés, il y a eu une spectrométrie de masse. Et au bout de 2 semaines, ils nous dit, excusez-nous, il faut qu'on revoie le paramétrage de notre spectromètre. Bon, pas de problème. Ils doivent réviser leur spectromètre. Ils tombaient en panne, soi-disant. Peu après, dans la semaine qui suit, la société se retrouve destinataire d'un document, offre de confidentialité, de partenariat, sous réserve avec effet rétroactif d'une stricte confidentialité,
d'échanges en messagerie cryptée qui impliquaient l'université d'Aix-en-Provence, de Marseille, enfin bon, tout est le long de document que l'on a mis sur Internet, sur la page Facebook, demandant une confidentialité au tout, quand on regardait, de 7 ans pour une vulgaire bouboule qui ne fait simplement qu'un chauffe-bouilloire. C'est étrange. D'autant plus étrange que la société n'était pas demandeuse d'un partenariat. Elle payait le CEA pour faire des examens, c'est tout. On ne leur demandait pas d'être partenaire. Donc, première réaction du CEA, c'est écoutez, on va prendre du temps parce qu'on ne comprend pas notre spectromètre de masse. Ben oui, évidemment, si le spectromètre de masse détectait de l'hélium et tout, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Tout de suite derrière, offre de confidentialité, exclusivité, on travaille entre nous. La société en question répond écoutez, nous, on va le faire à la confiance. Bon. Dans la semaine qui suit, rapport provisoire transmis par le CEA, non, c'est pas de la cavitation. Ah bon, c'est quoi? Oui, résistance au mic de l'eau. Oui, mais attendez, vous nous montrez un protocole qui n'est pas un marqueur de cavitation. Le marqueur que vous nous aviez parlé, c'était la transformation d'un composé chimique en éthylène. Or, ça n'y est pas. Ah oui, c'est vrai, on s'excuse. On va refaire l'expérience. Ils refont l'expérience. Ils constatent qu'il y a de l'éthylène. Oui, il y a de l'éthylène, mais non, ce n'est pas de la cavitation. CEA, une institution scientifique prestigieuse, qui se gourre, qui revoit sa copie, qui s'excuse et qui donne une conclusion en contradiction avec leurs propos précédents. On a tous les mails. Hein. Ah oui, ils ne peuvent pas contester, on a tous les mails. Donc ça, les choses, il faut les montrer en place publique, on le fera. Mais on ne le fera pas. Parce que notre but, ce n'est pas d'humilier ni de porter atteinte à l'image de qui que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est que là aussi, il y a une étrange singularité autour de l'effet Dumas. Une de plus, parmi tant d'autres. Et donc, moi, à l'heure actuelle, on en est à très sérieusement penser qu'il y a une très forte présomption de cavitation électriquement générée, dégageant des bulles qui peuvent être une porte d'accès d'ouverture à la fusion froide. Si tel est le cas, on est au seuil d'une nouvelle ère. Alors justement, concernant la fusion froide, moi, je me rappelle avoir interviewé par 2 fois, me semble-t-il, c'est Jean-Paul Biberian ou Alexandre Jean-Paul, je crois. Jean-Paul. Oui. Donc, qui en France est un des rares à s'intéresser à la fusion froide. Donc j'imagine que suite à cette compréhension qu'il devait se déployer de la fusion froide au sein de cet effet Dumas, que vous êtes allé voir ceux qui peut-être étaient déjà en piste sur la fusion froide. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Joker. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Pierre-Antoine, sur cette fameuse boule? Parce que tu parles de métal, elle est en fer. Comment est venue l'idée ou le concept d'avoir une boule plus une demi-sphère qui enveloppe la boule? Le choix du métal, comment Jean-Christophe Dumas a eu l'idée de faire cet objet et avec le choix du matériau? Alors bon, pour écrire le livre que je lui consacre, je lui ai bien évidemment posé la question. Alors, il me dit avoir eu une vision mystique, parce que Jean-Christophe est un peu mystique, hein, c'est pas un secret, et qu'il avait eu l'image de la Terre, etc., et que bricolant différentes choses, alors c'est vrai qu'il bricolait dans son garage, hein, ça j'ai vu moi son moteur magnétique, j'ai vu plein d'expérimentations qu'il faisait, il s'était intéressé à l'électrolyse. Alors à un moment donné, sur Internet, on a parlé de Davé, qui avait mis au point un procédé ressemblant, c'est vrai, qui ressemble, et dont on a dit oui, plagiat, Jean-Christophe Dumas a plagié Davé. Bon, moi j'ai regardé Davé, d'abord j'ai essayé de voir s'il y avait son brevet dont j'ai retrouvé trace, rien à voir avec ce que disait Jean-Christophe. D'ailleurs, Davé lui-même pensait qu'il mettait l'eau en ébullition par une onde sonore, alors que ce n'est pas du tout une onde sonore, mais c'est vrai que honnêtement, il faut rendre à César ce qui est à César. Peter Davé, donc ce néo-zélandais qui n'est plus de ce monde, qui était un ancien pilote de la Royal Air Force, avait mis au point un chauffe-thé avec une bouboule qui était assez proche de Jean-Christophe Dumas, je ne nie pas. Mais Jean-Christophe Dumas a été stupéfait quand on lui a parlé de Davé, et il m'a dit « mais c'est une invention des trolls, c'est que ça ne tient pas la route ». Et je pense que s'il avait eu connaissance, il l'aurait reconnu. Parce que même au début, il n'était pas contre pour qu'on appelle le procédé effet Dumas-Davé.
Et d'ailleurs, vous regardez sur la page Facebook, il y a eu des moments Dumas Davé. Après, j'ai personnellement dit non, il faut être juste. C'est Dumas qui lance un effet Dumas médiatique actuellement. Et puis Davé, bon, est quand même très marginal. Et de toute façon, qu'importe le nom, la géométrie qui est très importante dans cette affaire, qu'a mis au point Jean-Christophe, qui génère cet effet, elle lui est propre. C'est-à-dire la demi-sphère, la sphère, l'espacement. Alors, il y a eu tout le débat sur le nombre d'or. Parce qu'en fait, l'effet, pour qu'il soit performant, il doit être entre 1 et 2 mm. Bon, alors Jean-Christophe, c'est 1,61. Bon, donc c'est le nombre d'or, sauf que le nombre d'or, c'est pas une distance. C'est un rapport. Ouais. Donc bon, bref, il y a eu... Quand l'espace c'est entre la demi-sphère et la sphère. Et la sphère, ouais. Faut qu'il y ait... Entre 1 et 2 mm, ça fonctionne. Au-delà, ça ne fonctionne pas ou ça disjoncte. Donc lui a eu la révélation que c'était 1,61. Bon, dans l'association, on en a discuté entre nous, on était sûr, Christophe, oui, mais bon, attends, c'est pas une distance. Mais à la limite, c'est pas grave. Moi, ce qui m'énerve dans le trolling qu'il y a eu, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sincères dans les trolls, il n'y a pas que des... bien sûr. Jean-Christophe, c'est pas un physicien. Il n'a pas fait d'études scientifiques. Il n'a même pas le bac. C'est un autonome, un bricoleur. Il s'est lui-même construit. Autodidacte complet. Alors c'est vrai, moi quand je l'ai rencontré, il était avec sa guitare, joueur de rock. Rock'n'roll quoi, hein, rock'n'roll attitude, hein, voilà. Alors dans l'image de certains, c'est le bricoleux ardéchois avec tout ce que ça peut véhiculer. Mais il pointait du doigt une sacrée lune. Et j'avais affaire à des gens qui ne regardaient que le doigt. Ah mais oui, mais regardez, c'est pas un savant. Oui, mais regardez, c'est contredit. Il a dit, oh, mais il a dit ça, c'est faux. On s'en fout ce qu'il a dit. Il pointe du doigt une lune. Incroyable cette lune. Avec tous ces paradoxes que l'on peut observer et vérifier. Pas un a été fichu de mettre cette boule dans de vraies conditions expérimentales, dire écoutez, on vous apporte une bonne fois pour toutes la preuve scientifique que non, ce n'est pas de la cavitation, non, il n'y a pas de fusion froide, non, il n'y a pas un rendement énergétique unitaire. Pas un. Mais ils ont continué à nous troller avec vraiment une médiocrité, voire des fois une grossièreté. Je ne veux pas faire de la pub pour leur site, bien sûr. Mais moi, dans cette attitude-là, j'avais aucune envie de discuter. Sur ma page perso, ils venaient m'attaquer, quoi. Je lui dis, mais attendez, vous me fichez la paix, là. Moi, je rentre pas de chez vous pour pisser sur le tapis. Qu'est-ce que vous faites quoi chez moi, là? Alors, j'aimerais revenir sur la sphère, le résonateur. Le choix du métal aussi, pour lui, ça a été des infos qu'il a captées, entre guillemets. Oui. D'accord. Oui. Et donc la sphère, elle est en les deux portions, c'est-à-dire la sphère et la demi-sphère. On parle du même Est-ce que c'est du métal pour les deux et quel type de métal? Oui. C'est du fer, ça reste du fer? Oui, c'est du fer, mais un fer inoxydable. Les références sont sur la page Facebook. Moi, j'invite tous les passionnés qui veulent creuser le sujet. Il y a tout l'historique depuis le départ sur la page Facebook, avec les notices de montage pour fabriquer soi-même sa boule, les matériaux à utiliser. Mais même là-dessus, il y a un pan entier de recherche à faire en changeant les métaux. Voir qu'est-ce qui se passe avec de l'argent, voir qu'est-ce qui se passe avec de l'or. C'est gigantesque. Et on est encore là, à l'heure actuelle, à se demander si ça marche. Ben oui, ça marche. Et pourtant, elle tourne. L'effet Dumas, il marche. Donc maintenant, allons plus loin. Et je pense que ça va aller plus loin. Et encore une fois, je pense que la vérité, elle va naître très bientôt avec cette spectrométrie de masse qui avait été faite initialement par le CEA, mais de manière incomplète. Mais même sur les courbes qu'on communiquait à cette société dont je parlais tout à l'heure, le CEA, il y a des anomalies. Il y a 2 anomalies flagrantes qui ont été analysées par des scientifiques qui ont dit mais ça et ça, c'est pas normal. Donc moi, ce que je pense, c'est que Jean-Christophe, comme aurait dit Coluche, il est sorti premier dans un concours de circonstances. Il a mis le doigt sur un effet, voilà, c'est tombé sur lui, c'était l'homme du destin. Donc il porte ce nom, cet effet, cela lui est normal. Oui, bien sûr. Et il est temps que maintenant la science s'en empare de manière sérieuse. Moi, ce que j'observe, c'est que les grandes avancées jusqu'à présent se sont faites à l'étranger et pas en France. Ça pose question quand même. Moi, je veux dire, la France, j'ai une cousine. Elle vit aux États-Unis. Elle a fait l'école des mines à Paris, prépa, etc. Elle a fait le MIT de Boston. Elle s'est retrouvée à San Francisco. Elle travaillait pour un organisme cofinancé par des multinationales pour réfléchir sur le réchauffement climatique. Quand elle s'est rendue compte, au bout de 2-3 ans, elle avait des responsabilités, une équipe et tout, qu'elle était payée pour peigner la girafe, elle a claqué la porte, et elle a changé complètement de métier.
Quand je suis allé aux États-Unis, parce qu'au départ j'étais allé là-bas pour l'énergie libre, je voulais écrire un roman sur l'énergie libre. J'avais eu l'idée d'un inventeur américain, je le voyais là-bas, je ne sais pas pourquoi, dans le Colorado ou en Californie, peut-être par rapport à Jack London, parce que je suis fan de Jack London. Donc pour moi, ça partait de là-bas, qui avait mis au point l'arme fatale du système. C'est-à-dire un procédé tout simple, hein, un objet, qui était fabricable, reproductible facilement par tout le monde, et qui permettait un accès immédiat à l'énergie libre. Et là, c'était le basculement dans un nouveau monde. Parce qu'à partir du jour où vous permettez à l'humanité d'avoir un accès plein et entier partout à une énergie à profusion, vous résolvez tous les problèmes de la Terre. Plus besoin de faire la guerre pour aller piquer le pétrole aux voisins, plus besoin d'exploiter les ressources de la Terre et de malmener la nature comme on le fait. La pollution est automatiquement réglée, puisqu'on peut solutionner les problèmes de pollution en consacrant de l'énergie pour dépolluer. Et puis à nous la conquête de l'espace, hein, dont rêve Nassim Haramein. C'est vrai que là on peut vraiment rêver d'une pleine conquête de l'espace, puisque l'énergie est à profusion. Donc j'avais eu ce rêve-là, et j'avais voulu écrire un roman un peu policier, où un inventeur était tombé dessus, et puis était confronté à toute une mafia qui voulait l'empêcher de s'exprimer, et où à la fin il réussissait à faire éclater la vérité sur la surface du monde grâce à Internet. Donc quand j'ai rencontré Jean-Christophe, avant cela, je parlais de ma cousine, je lui en avais parlé à ma cousine, Anne-Hélène. Je lui ai dit, écoute Anne-Hélène, je vais venir aux États-Unis, est-ce que tu pourrais m'aider à rencontrer des milieux d'énergie libre? J'allais chercher là-bas, outre-Atlantique, ce que j'avais chez moi, mais je ne le savais pas. Et elle me dit, oh, mais tu sais, Pierre, attends, ça n'existe pas. Elle tenait le discours très formaté, hein, thermodynamique, le discours qu'on sert dans les écoles. Ça n'existe pas, tu penses bien que si ça existait, on le saurait, des intérêts privés s'en seraient accaparés. Et voilà. Je dis, écoute, s'il te plaît, renseigne-toi. Je reviens l'année prochaine, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis revenu l'année d'après. Et elle m'a dit, écoute Pierre, tu avais raison. Ouais, effectivement, ça existe. Ça n'est pas encore éclos à la surface de la Terre, parce que l'heure n'est pas venue. Mais tu as raison. Alors, on avait toujours un différend entre elle et moi, parce qu'au départ, elle niait. Donc après, elle ne niait plus. Mais elle disait, tant que l'inconscient ou la conscience planétaire n'était pas prête pour ça, alors c'est que l'heure n'était pas venue de l'émergence de cette technologie. Intéressant. C'est un point de vue qui mérite réflexion. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je salue ma cousine Anne-Hélène au passage, parce qu'effectivement, elle m'a donné une clé de lecture. Je me suis dit, tiens, c'est pas bête, ça. Peut-être qu'elle n'a pas tort. Bon. Mais ce que j'ai en tout cas bien compris, c'est qu'on est vivait dans une société, je vais te dire tout de suite, je ne crois pas dans la théorie du complot. Je ne crois pas. Mais je sais que les lobbies existent. Ça, je suis bien placé pour le savoir, ils existent. Et les lobbies qui sont pluriels, tirent comme ils peuvent, plutôt mal ou bien, les ficelles, pour préserver leur intérêt. Et s'ils peuvent, comme l'a dit Jean-Christophe Dumas, boire jusqu'à la dernière goutte du pétrole, quitte à encrasser la planète au maximum, ils le feront, sachant que dans leur logique mercantile, la pollution d'aujourd'hui, ce sont les bénéfices de demain. Puisque tout ce qui est pollué, il va falloir rétropédaler pour dépolluer, et ça va recréer de la richesse. Cette logique est effrayante, effroyable, vertigineuse. Vraiment, je pense qu'il faut la combattre, parce que la planète n'en peut plus, l'humanité n'en peut plus, n'en peut plus. Et donc, à ce titre-là, moi, au départ, j'avais rêvé un roman, puis je me suis retrouvé confronté à Jean-Christophe Dumas, je me suis dit, mais c'est le personnage de mon roman. Et alors, du coup, je n'écris pas un roman, j'écris le récit régulier. Alors, quand sortira le livre ? Ne me demande pas, parce que j'ai eu commis l'erreur de dire qu'il allait sortir l'été prochain. Alors après, les trolls ont dit il n'est pas sorti le livre. Non, il sortira quand j'aurai la fin du livre. Alors, quand on écrit une énigme policière, on ne publie pas un livre si on n'a pas. Donc ça restera un roman. Oui. D'accord. Ça ne sera pas un roman, moi, ça sera le récit de Jean-Christophe Dumas. Okay. Et je le sortirai, parce que c'est justement pas un roman. Ça sera un roman, j'aurais fait la fin que je voulais. D'accord, mais donc pas sous forme romancée en tout cas. Ah non, ça ne sera pas un roman. Okay. J'aimerais. Je m'excuse, je suis bavard. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci parce que je trouvais ça intéressant dans l'émission. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Si donc aujourd'hui, l'effet Dumas sur résonateur, ça marche. Qu'on a découvert avec Pierre Basselon qu'il y avait formation d'oxygène et d'hélium. Chose qui ne peut être que dans le cadre de la fusion au sein du Soleil ou de la fission au sein de la Terre. Ou dans les mines uranifères. L'hélium apparaît comme ça. J'aimerais comprendre dans quelle mesure est-ce que Jean-Christophe, toi, les personnes autour, avez créé cette sphère afin de pouvoir
l'utiliser. Bon, en dehors de ce que vous remarquez et des effets produits, ok, ça marche. Donc si ça marche, on peut après déblatérer, faire des tests, etc., comprendre le mécanisme, etc. Mais bon, c'est comme le moteur Phantom, ça marche. Donc on peut déjà l'utiliser. Donc est-ce que depuis 2014, ça s'est développé? Est-ce que Jean-Christophe, toi ou d'autres, puisque tu me parlais des ateliers à un moment donné, l'avaient utilisé pour leur maison ou... Bref, quels échos, retours vous avez par rapport à l'expérimentation concrète pour ceux et celles qui désirent utiliser ce moteur sur Unitaire? D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire moteur sur Unitaire? Ce n'est pas un moteur, voilà. Déjà. Si éventuellement on fallait le qualifier, on pourrait dire que ce serait un réacteur physico-chimique, peut-être. Bon, ce n'est pas dans mon domaine de compétence, donc je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Il y a eu des applications de l'effet du mât très concrètes. Notamment, on a donné la notice sur la page Facebook de comment fabriquer son poêle à eau. Jean-Christophe se chauffait avec son poêle à eau. J'ai plusieurs copains en Ardèche qui avaient leur poêle à eau, qui avaient une consommation électrique très réduite et qui chauffaient une pièce avec quelques centaines de watts. Ça a été une première application. Il y a une maison en Ardèche, à Thueil pour pas nommer, qui a réussi à faire un plancher chauffant avec une chaudière dont il y a le résonateur du mât. Le problème de tous ces procédés qui ont été bricolés par des bricoleurs avertis, c'est que ça n'est pas dans la légalité. Vous n'avez pas le droit. Si ça n'est pas agréé au niveau d'EDF, etc., vous n'avez pas le droit de faire ces choses-là. Donc c'est fait dans l'illégalité. Comme pour le procédé Pantone. Vous roulez avec un moteur Pantone, vous n'avez pas le droit. Oui. On vous a demandé de payer l'eau comme si c'est la taxe sur les produits pétroliers. Hein. Ben, oui, hein, bon. Donc on est à la limite de la légalité. Donc moi, j'ai dit très clairement à l'association, j'ai dit écoutez, stop, là, on arrête ça, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour promouvoir un effet de manière à ce qu'il soit le plus répandu possible au niveau de la Terre, n'ayons pas peur des mots. Moi, j'ai rencontré un Indien chez Jean-Christophe Dumas qui s'intéressait au résonateur, il était en contact avec des Chinois, donc... Et bien évidemment, il est réel cet effet, il a besoin d'être exploré, il a besoin d'être compris, il a besoin de voir toutes les applications qu'il peut y avoir, elles peuvent être énormes. Les applications dans le domaine de la cavitation sont gigantesques. Donc, pour moi, le gros enjeu, il est plus au niveau industriel, au niveau technologique, qu'au niveau du bricolage de chacun chez soi. Si tu veux mon sentiment. Hein. Donc, certes, bon, celui ou celle qui veut faire son poêle à eau, il peut le faire. Et puis déjà, il observera qu'un poêle à eau, ça n'explose pas. C'est déjà un paradoxe pour un phénomène comme ça. Parce que ce que j'ai pas lu comme stupidité sur Internet, oui, ça va exploser. Oui, vous allez être électrocuté. Non, jamais été électrocuté, il n'y a jamais eu d'explosion. Bon. Donc, il y a beaucoup de paradoxes. Mais pour moi, vraiment, je pense que Jean-Christophe... On a eu un débat interne dans l'association. Il y avait, je dirais, les tenants de la forêt de Sherwood. Hein oui, c'est-à-dire, ouais, on fait entre nous, on résiste, on est les Gaulois, Ardéchois... Dans la Cévennes, on refuse le système, on débranche EDF et on est entre nous, notre jardin potager. Bon, il y avait cette tendance-là. Puis il y avait la tendance gallo-romaine, disant, bon, certes nous sommes gaulois, mais il y a l'Empire, et puis essayons de discuter, parce que l'Empire peut gagner avec cette technologie, parce qu'in fine, elle va la scier sur ses bases. Parce que le problème du capitalisme, c'est qu'il a besoin absolument de générer la rareté. Parce que la rareté vaut cher. Mais si vous générez un truc que tout le monde a, le système change complètement, il s'effondre. Alors, certains m'ont dit, dont des écolos d'ailleurs, ah oui, mais tu te rends pas compte, si demain l'énergie libre est répandue à tout le monde, mais ça va être horrible, les gens vont dépenser de l'énergie, ils vont plus éteindre leur lumière. Et alors? D'abord, c'est pas parce que l'eau serait à profusion. J'ai vécu dans une ferme où j'avais l'eau de source, que je laissais les robinets ouverts, quoi. Je veux dire quoi, ça? On éteint la lumière quand on n'a plus besoin de lumière. Où est l'argument de dire l'énergie libre à profusion sur la Terre, c'est la fin de l'humanité? Au contraire, c'est sa survie, c'est sa résurrection. Et on rentre dans un nouveau système. Et ceux qui tirent les ficelles, hein, le 1%, je dis, je ne suis pas adepte de la théorie du complot, mais enfin, je suis réaliste, n'ont pas intérêt à l'émergence, pour l'instant, brutale de cette technologie-là. Parce que ça bouscule tous les fondements. Un des piliers du système capitaliste, moi j'aime beaucoup la formule de Jules Renard, qui disait il faut prendre l'argent là où il est, chez les pauvres. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont très nombreux. Un des piliers, c'est on crée la rareté et on prend l'argent chez tous les pauvres.
hein, et on est au-dessus comme au Monopoly, hein, tout en haut, puis après les autres qui payent pour donner leur rebol. Donc moi, à la limite, chacun mène la vie qu'il veut, chacun a le challenge qu'il veut redresser. Il y en a qui... Je pense que notre terre, elle est dominée par des toxicomanes du pognon. C'est leur problème, hein. Il y en a qui sont toxicomanes à d'autres choses. Moi, je suis plutôt accro à la vie, à l'amour, à l'humour, au bonheur d'être avec des gars comme toi, puis de rencontrer des frères et sœurs en humanité avec qui on partage des moments super. Pas CJ Rockefeller, qui a été le plus riche, non. D'accord, donc si j'entends tes propos, Pierre-Antoine, l'objectif à travers le collectif, c'est de répandre le résonateur, de façon à ce qu'il soit connu du plus grand nombre et reconnu, entre guillemets, officiellement dans les effets, etc. Oui. Le CEA a passé un peu son chemin pour le moment. Et on peut dire que depuis 2014, le but n'a pas tant été de promouvoir ce que monsieur et madame tout le monde puissent créer ou générer sa propre électricité, même si c'est faisable, mais comme tu le disais, comme pour le moteur Pantôme, on est hors la loi. Et en même temps, est-ce que ça ne pourrait pas être, j'entends d'être hors la loi, le fait que les instances dirigeantes, scientifiques ou autres, puissent dire, bon, là c'est trop répandu, il y a trop de gens qui sont à l'heure actuelle avec leurs petits moteurs chez eux, et on est obligé de s'y intéresser, on ne peut plus dénigrer En plus ça marche, c'est ça, c'est que les gens l'utilisent, ça marche, on ne peut pas le nier. Donc, à un moment donné, on est obligé aussi de se poser devant la télévision, les caméras, Jean-Christophe, toi peut-être, et puis les gens autour, et dire, bon voilà, on filme, on regarde dans les conditions réelles, on ne peut plus tricher, il y a trop de gens qui sont maintenant impliqués, j'entends de la société civile, impliqués dans ce moteur. Enfin, si on peut pas parler de ça, de moteur. Quand c'est ouvert à nous l'opportunité d'avoir une collaboration avec des industriels qui permettaient des accès à des laboratoires, on a eu ce débat dans l'association, parce qu'il y en avait qui étaient hostiles. Hein, pour qui, société machin, en relation avec laboratoire truc, on est en France, société sous la coupe de l'école des mines qui met ses ingénieurs partout, et comme elle porte bien son nom, c'est les énergies fossiles, hein, donc hors des énergies fossiles, point de salut. Donc il y avait vraiment un débat interne assez clivant, et puis moi j'ai penché, avec Jean-Christophe et d'autres, sur le choix de dire, écoutez, ceux qui veulent fabriquer leurs boules. Ça va faire 3 ans qu'on a mis en ligne les plans. Ils peuvent faire... Parce que les gens, ils veulent aussi qu'on leur donne tout cuit. Hein. Oui, bon. C'est vrai. Alors ça nous gonfle parce qu'on prend des coups, on consacre du temps, de l'énergie. Jean-François Ricot a fait un boulot gigantesque, sans compter, d'un point de vue scientifique. Jean-Christophe a dégusté de sa personne et a payé sur un plan familial, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Donc tous, je veux dire, moi j'ai quand même reçu des coups de fil. Incroyable, hein. Jour de la fête des mères, un dimanche, chez moi. Coup de fil. Monsieur, oui, monsieur Corouble, oui, monsieur Kilby. Oui, vous êtes le président de... Oui, c'est bien de s'intéresser à l'énergie, mais vous comprenez, on ne peut pas dire n'importe quoi sur les énergies. Puis il y a beaucoup d'emplois dans ces secteurs. Il ne faudrait pas que vous fassiez une action qui porte préjudice. Écoutez, monsieur, vous êtes chez moi. Comment vous avez eu mon téléphone d'abord ? Je suis sur liste rouge, je suis surpris. Rappelez, s'il vous plaît, prenez rendez-vous. Ah oui, je comprends bien, monsieur Courble. Oui, écoute, on prendra rendez-vous. Très obséquieux. Je me suis dit, mais c'est qui ce type, quoi, qui me parlait alors, avec une fausse bienveillance, mais que je sentais. Oui, je comprends que les gaz de schiste, tout ça, comme vous, hein, je pense que c'est pas une solution d'avenir. Mais enfin, il faut quand même être réaliste, hein, monsieur. Vous êtes quelqu'un de réaliste. Ça fait de l'emploi. Oui, il faut penser à l'emploi. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Alors bon, après j'ai décroché, j'ai coupé, j'ai pas été les seuls, on a fait l'objet d'attaques sur Internet quand je parlais du site. Bon, je suis en relation avec un ami réalisateur belge, Alien Production, pour faire un peu de pub pour ce bon copain, qui avait commencé à travailler sur un documentaire, Voyage en Tesla Land. Voilà, ça, au moins le nom est posé. Et où il faisait le tour de toutes ces énergies alternatives, dont le cœur était l'effet du bas, puisqu'il était au cœur à travers moi. Eh bien, quand j'étais chez lui, au moment où on travaillait là-dessus, au moment où on a tous fait l'objet d'attaques informatiques, lui, il a été attaqué. Et il m'a dit, parce qu'il se connaît dans l'informatique, il dit, en ce moment, je suis attaqué, il se passe des choses, je ne comprends pas. Bon. Donc, ça veut dire que ces individus-là,
qui sont des hackers, qui travaillent pour le compte de gros lobbies, sans état d'âme, parce que c'est des mercenaires, ces gens-là. Ils agissent sans vergogne. Et bon, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il fallait être dans la vérité et la sincérité. Ne rien cacher. Moi, je cache rien. J'ai rien à cacher. Tout est public chez moi. Donc, allez sur ma page Facebook, ils savent tout ce que je fais. Donc, c'est pas un problème. Donc, moi, j'ai dit, jouons la carte de la vérité et jouons la carte du partenariat avec les entreprises. Parce que quand bien même une entreprise dépose un brevet pour une application industrielle, si cette application industrielle change fondamentalement les bases du fonctionnement de la société, c'est bingo. En plus, allez déposer un brevet pour un fil à couper le beurre. Il se trouvera toujours un pour dire, ah oui, mais attendez, mon fil à couper le beurre est en poil, en crin de cheval. Donc, le procédé est tellement simple que vouloir le breveter pour le protéger en disant, attention, c'est mon brevet. Allez dire ça aux Indiens, aux Chinois. Oui, j'entends bien. Alors, comme pour ceux et celles qui nous regardent là présentement, nous sommes en septembre 2017, même si cette émission est enregistrée au mois de juillet. Et cette émission sort en même temps que l'ouverture des sites internet. Donc vous avez pris les noms de domaine .com et .org, effet-duma.com.org. Pourquoi avoir attendu et choisir ce moment spécifique pour, refaire surface d'un point de vue médiatique et dire bon, ok, là, c'est comme si quelque part vous étiez prêt à passer à une étape supérieure. C'est le cas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a joué le jeu de la mise en veille, en se contentant de Facebook, qui de toute façon était bridé. D'ailleurs, ça m'a permis d'être en relation avec un ingénieur informaticien, qui est venu à nous, et qui, au départ, ne comprenait pas trop ce qu'était l'effet Duma, mais il s'était intéressé, il avait voulu relayer des vidéos d'effet Duma, et ces vidéos ne passaient pas. Et puis il a vu qu'il se passait des phénomènes étranges autour du site de Facebook, de la page Facebook, pardon, et de tout ce qui tournait des vidéos autour de l'effet Duma. Lui, il m'a même dit, vous êtes entravé au niveau de Facebook, bon ça on en a parlé, mais vous êtes même au niveau de Google, il se passe des choses pas normales. Et quand il y a des actions comme ça, c'est qu'il y a des gens qui luttent contre vous, pour vous contrôler. Et ça lui a donné l'envie de nous contacter, donc je l'ai vu, il a contacté Jean-Christophe, il a vu Eric Roy. Donc il nous a dit, écoutez, si vous voulez sortir de la marginalité, il faut créer un site solide, inattaquable, il faut l'héberger à des endroits bien précis, utiliser telle technologie, moi je vais vous aider. Et ce site, il faut le mettre bilingue, français-anglais, on va faire. Alors quand on dit qu'on l'ouvre, il est en construction encore, hein. Bon, on va prendre un peu... Enfin, construction là, au moment où on parle. Hein, oui, il ouvre. Mais bon, petit à petit, il va s'étoffer, il va s'enrichir. Parce qu'on a toutes les publications de Jean-François Ricoire qui sont un peu ardues à lire sur la page Facebook parce qu'ils sont chronologiques. Là, on va les remettre. Il y a des vidéos, un certain nombre. Il y a la vôtre qu'on va relayer. Il y en a eu bon nombre avec Jean-Christophe. Donc tout ça va être une synthèse. Et surtout, ça va être vraiment une porte d'accès parce que ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde n'était pas sur Facebook, loin de là. Et qu'effectivement, en plus, Facebook a une mauvaise réputation. Vous avez cité tout à l'heure le nom d'une personne. Elle m'a dit, moi, vous savez, Facebook, effet Duma sur Facebook, ça pue. Parce que Facebook, c'est une poubelle. J'ai dit, oui, certes, professeur, mais dans une poubelle, des fois, on trouve des pierres précieuses. Dans la poubelle du puits du château à Paris du roi de France, on a retrouvé la couronne du roi, je ne sais plus lequel, quand on visite le Louvre. On retrouve que dans les poubelles, ils ont retrouvé la couronne qu'ils ont reconstituée. C'est impressionnant. Donc je dis, oui, c'est vrai que Facebook, il y a tout et son contraire, c'est l'humanité, hein, une grande diversité, mais dedans, il peut y avoir des vérités, des pépites. Et bon, il a admis. Donc, à l'heure actuelle, on a envie de repasser à un mode supérieur pour deux raisons. D'abord, c'est qu'on pense qu'on est quand même resté assez sage et raisonnable pendant quasiment 3 ans, 2 ans en tout cas, et que maintenant, Facebook, ça va bien, quoi. Ça va bien. Donc, on va créer notre propre site pour avoir notre propre hébergement, notre propre communication. Et puis aussi parce que les choses avancent. Et que maintenant, il est temps de passer effectivement à une vitesse supérieure. À partir du moment que le juge de paix se sera exprimé, c'est-à-dire la spectrométrie de masse. Et c'est prévu pour quand et par qui ça sera fait ? Joker. D'accord. Ok. Ni pour la date, ni par qui. C'est l'un et l'autre, je ne peux pas répondre. Il faut qu'il y ait plusieurs études corroborantes réalisées par des laboratoires différents et qui font le même constat pour qu'il y ait une publication scientifique. Et là aussi,
une publication scientifique avec Pierre Basselon, qui est un docteur en physique. On a donné d'autres noms sur Internet, notamment de cette société ardéchoise, qui est quelqu'un de méritant, et qui a eu des responsabilités importantes à l'Europe. Donc voilà, vous avez cité le nom d'un professeur tout à l'heure. Donc ces personnes, je pense, seront très certainement partantes, dès lors que la preuve est établie, pour contribuer dans une écriture à un document publié. Bon, le problème, c'est qu'ils se retrouvent avec un ardéchois, rock'n'roll, attitude, hein, et qui n'a rien de scientifique, quoi. Alors, elle a fait une publication scientifique avec Jean-Christophe Dumas, qui n'est rien scientifiquement. Donc, ça demande de ravaler son orgueil et d'accepter de dire, bah oui, moi qui suis docteur, je veux bien co-signer avec Monsieur Untel. Avec Monsieur Untel, voilà. Donc tout ça, ça prend du temps, tout ça se fera en son temps. Puis moi, vous savez, je suis philosophe. Hein. On ne fait pas pousser de l'herbe en tirant dessus. Quand je me suis engagé dans l'aventure Dumas, je ne savais pas du tout combien de temps ça allait prendre. Puis je me suis dit, allez, on avance pas à pas, un pas enchaînera l'autre, et on verra bien où ça nous mènera. Je n'avais pas de certitude au début, j'étais intrigué et bluffé. On a dit des conneries, il faut être honnête, on a dit des conneries dans des vidéos sur Internet. Alors les trolls s'accrochent à nos conneries, bon, bah, tant pis pour eux, c'est leur problème. Mais l'effet est là, des études sont convergentes pour en pointer d'étranges singularités, porteuses de beaucoup d'espoir. Moi j'attends le verdict, mais il va venir inévitablement. Est-ce que ça sera quand même, pour donner une période de temps, les 6 mois à venir là, de 2017, les derniers semestres, ou peut-être plus 2018 Ouais, je pense peut-être plus 2018. Premier semestre l'espace-temps des publications scientifiques n'est pas le même que celui du journalisme. Oui. C'est bon. Alors, mais bon, je l'espère de tout cœur. Hein. De toute façon. Qu'est-ce que vous espérez de cette vidéo, parce que là pour le coup on parle de revenir sur un peu la scène publique vis-à-vis du plus grand nombre, quand bien même les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des bricoleurs dans leur garage et s'y connaissent peut-être que comme vous, comme moi, à savoir qu'ils s'y intéressent juste par les implications que cela engendrerait, que ça puisse marcher. Donc qu'est-ce que vous attendez de la part de ceux qui regardent cette vidéo ? Est-ce que vous souhaitez qu'ils viennent vers vous, qui vous suivent, mais bon, si en même temps, quand on parle de vous suivre, vous avez des résultats dans 6 mois, 1 an, jusqu'à maintenant, voilà, les choses, entre guillemets, ne peuvent pas plus avancer puisque vous avez besoin d'écrits et donc d'avoir ça dans des revues scientifiques ou d'avoir des expériences par des laboratoires qui sont prouvées et qui notent ces fameuses singularités marquées noir sur blanc. Donc, qu'est-ce que vous attendez du public d'une manière générale ? Alors, bon, moi, à titre personnel, parce que je m'exprime en mon nom, pas au nom de Jean-Christophe, ni de Jean-François ou d'autres, moi, personnellement, j'ai qu'un seul souci, c'est celui de la vérité. Donc, je veux que la vérité soit dite sur cette affaire, quelle qu'elle soit. Si quand bien même on s'est trompé, moi, je n'ai aucune gêne à reconnaître, je m'excuse auprès des internautes, mais nous nous sommes trompés, et je le dirai. À l'heure actuelle, tous les indicateurs vont dans un faisceau convergent, dans une direction riche d'espoir. Donc moi, ce que je voudrais, c'est à partir de maintenant que le regard évolue, change vis-à-vis de l'effet Dumas. On est traversé par une contradiction, et moi-même, je suis dans une position inconfortable en ce moment même où je vous parle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les tenants de dire « soyez discrets, communiquez pas ». C'est pas dans la lumière que se font les grandes découvertes, la germination, etc. Il faut être discret. C'était notamment le point de vue du patron de la société qui n'avait de cesse de me demander de stopper les communications sur Internet, tout le temps. Alors moi, je lui répondais à son point de vue, je lui dis, écoutez, si je vous avais écouté, d'abord, on ne se serait jamais rencontrés. Ensuite, tous les développements actuels qui sont en train de voir le jour sont issus de contacts qui résultent de ce que vous considérez comme étant une poubelle. Donc moi, je ne partage pas totalement votre point de vue. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre ce que l'on peut dire, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Donc là, je suis un peu sur le fil du rasoir dans cette interview avec toi.
Ce que j'espère à travers la mise en œuvre de ce site web, c'est rendre justice à un homme méritant. On le voit bien dans les vidéos. Jean-Christophe, il est sincère. Maladroit, ben oui, mais qui ne l'est pas. Il n'est pas docteur en physique, ceci, cela. Et que ceux qui le raillent et qui se moquent, ravalent un petit peu leur morve et un peu l'intelligence de tourner le regard vers la Lune. Cette Lune, cette sphère-là que l'on évoquait tout à l'heure, qui est porteuse, je pense, de beaucoup d'espoir. Pierre-Antoine, un grand merci pour nous avoir fait un peu un récapitulatif sur l'historique, bien entendu, et puis sur les implications aujourd'hui et sur les espoirs aussi sous-jacentes à ce que ça puisse avoir une certaine résonance. Et ça va être dans le monde scientifique. Et j'espère, je souhaite que ça soit... que ça puisse s'ouvrir dans ce sens-là. Alors je sais pas, soyons fous, hein, on peut y croire, tenter d'y croire, puisqu'il y a tellement de toute façon de lobbying derrière, comme tu le disais tout à l'heure. Là, en ce moment, dans la période qui nous intéresse, donc à savoir juillet 2017, c'est 11 vaccins qui vont être administrés auprès de nos jeunes bébés là, en France. Et il n'y a aucun moyen, de prime abord, à pouvoir contester les soi-disant preuves scientifiques comme quoi les vaccins seraient importants pour la santé humaine. Alors qu'en Italie, au contraire, ils ont réussi à prouver certaines choses qui ne valident pas ces fameux vaccins. Donc, tout ça je faisais ce rapprochement avec la vaccination. On pourrait parler des OGM, ça serait la même chose, d'avoir, entre guillemets, la preuve par un organisme, une société qui ne soit pas elle-même décrédibilisée. C'est extrêmement difficile. Serralini avec les OGM, alors que Serralini, quoi, on ne parle pas de n'importe qui, et qui montre à quel point les OGM peuvent créer des tumeurs, et bien ce dernier se voit avoir son texte évacué je crois que c'était à l'époque Science et Vie, me semble-t-il, et discrédité totalement. Les exemples sont nombreux. Oui. C'est Pons et Fleischmann pour la fusion froide. Par exemple. C'est Benveniste, le professeur Benveniste pour l'eau. Et à chaque fois, ce qu'on voit effectivement, c'est très net en France, plus qu'ailleurs, c'est que les corps scientifiques, la corporation des savants, des ingénieurs, le dogme, sont bien souvent dans une pensée unique, dominée par des politiques au service d'intérêts économiques. Et moi, ce que je pense, c'est que nul n'est prophète en son pays. Peut-être que Jean-Christophe ne le sera pas en France, mais heureusement, la chose circule à l'étranger. Et si l'effet doit se répandre en Chine, en Inde ou en Afrique, au Maroc, on a même parlé du Qatar récemment. C'est comme ça. Tant pis. Tant pis pour la France, hein, mais Jean-Christophe déménagera, ira vivre ailleurs. Oui, tout simplement. Ouais. Simplement. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, et puis quand tu veux, pour parler de tout. On aura l'occasion de refaire certainement un débriefing une prochaine fois quand il y aura, entre guillemets, du nouveau. Hein. Maintenant, vous êtes les bienvenus et Immédiat vous suivra. Merci Pierre-Antoine. Merci à toi, Laurent. Au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir à tous et n'hésitez pas à contacter justement Pierre-Antoine et vous instruire si vous le souhaitez. C'est encore une fois sur www.effet au singulier-du6 dumas.org ou .com. Les deux noms de domaine ont été posés, donc libre à vous de vous y intéresser ou pas. Au revoir à tous et à bientôt.